Aux quatre coins du globe, on trouve des routes, des ponts, des voies ferrées ou maritimes, des tunnels ou des aéroports, qui ont tous un point commun. Ils sont extrêmes. Des plus fous aux plus mortels. Des plus merveilleux aux plus terrifiants. Des prouesses d'ingénierie et des histoires à couper le souffle. Voici En zone dangereuse. On trouve des ponts dangereux dans le monde entier. Du Népal au Japon. Et en Bolivie, comme en Russie. Les ponts impressionnent beaucoup. Ces structures permettent de relier les gens entre eux. Bâtis dans d'extrêmes conditions, des ponts défient la gravité et les éléments. Certains sont les plus hauts du monde et d'autres rassemblent les communautés. Quand j'ai entamé la construction de ce pont, les gens me prenaient pour un fou. Véritable terrain de jeu pour amateurs de sensations fortes, à moto, à main nue et en base jump. Certains en font leur métier, d'autres risquent leur vie. Parfois même, on frôle la catastrophe. Tenez bon! On a appelé les secours! Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Accrochez-vous, car nous allons découvrir les 10 ponts les plus extrêmes du monde. Le 10e de notre liste est le pont George Washington de New York. Le pont le plus emprunté au monde. Plus de 100 millions de véhicules traversent chaque année ce pont à 2 niveaux, long d'1,5 km. Il y a 14 voies en tout, 8 sur le pont supérieur et 6 sur le niveau inférieur. S'agissant de la route la plus importante de l'Est des États-Unis, le pont George Washington ne ferme jamais. Le défi consiste à effectuer des opérations en plein milieu de la circulation. C'est comme opérer le cœur d'un sportif, alors même qu'il court un marathon. C'est l'artère principale qui traverse l'Hudson River, reliant Manhattan à Fort Lee dans le New Jersey. Plus de 100 000 voitures, 10 000 camions et 1000 bus empruntent le pont chaque jour tout au long de l'année, 24 heures sur 24, sans la moindre interruption. S'il y a un problème sur le pont George Washington, c'est toute la côte est du pays qui en pâtit. Voici ce qui s'est produit le 13 septembre 2013, alors que seules 2 des 14 voies du pont ont été bloquées. Un vrai chaos. Les embouteillages ont paralysé tout le nord de Manhattan. Ils se sont même étendus jusque dans des villes du New Jersey. Même les petites rues ont fini complètement bloquées par la circulation. Les gens comptent sur ces accès pour effectuer leur trajet. La circulation doit être fluide. Nous faisons quotidiennement notre possible pour nous assurer que toutes les voies du pont sont ouvertes et praticables. Si l'on devait fermer cette route, l'économie de la région perdrait des dizaines de milliards de dollars. 10 heures du matin. Originaire du New Jersey, Chris Banano et son équipe d'électriciens se mettent au travail. J'habite à 16 km d'ici, là où je suis né. Même dans mes rêves, je n'aurais jamais cru travailler ici un jour. C'est génial. Après avoir été pompier pendant 35 ans, Chris est passé d'un métier risqué à un autre. À 182 mètres de hauteur, le pont George Washington connaît un problème électrique. Et quelqu'un doit s'en charger. Haute tension, fibre optique, téléphone, courant, éclairage des routes, quel que soit le câble, on intervient. En d'autres termes, il marche sur des câbles. Ok, avance encore un peu. Il faut qu'on aille tout au bout?
Dans ce métier, mieux vaut ne pas avoir le vertige. J'adore marcher sur les câbles. Si vous n'êtes pas à l'aise dessus, ce job n'est pas pour vous. Avec ses 10 000 ampoules et des kilomètres de câbles, Chris et son équipe ont la lourde tâche d'assurer quotidiennement l'entretien du pont. On nous a averti qu'une lampe s'était éteinte. On les vérifie une par une avant de s'occuper de celle qui pose problème, pour qu'elle fonctionne à nouveau. Ça va? Oui. Je crois que celle-là ne marche plus. Ouais, elle est grillée, on va s'en occuper. Travailler suspendu au-dessus du pont le plus emprunté au monde ne laisse pas le droit à l'erreur. Ok, voyons ça. Le câble a l'air en bon état. Passe-moi le voltmètre. Si jamais Chris lâche un tournevis, celui-ci tombera à plus de 160 km/h, assez vite pour transpercer le toit d'une voiture et le crâne du conducteur. Je l'ai. On prend notre temps pour être sûr de ne pas lâcher ce qu'on tient dans la main. S'il s'agissait d'un pont normal, ce type d'intervention nécessiterait de fermer quelques voies. Mais pas au Washington Bridge. On ne peut pas fermer ce pont. Il doit toujours rester ouvert, quoi qu'il arrive. Comme il intervient sur des câbles à haute tension, Chris doit être prudent. Les gars avec qui je travaille sont comme des frères pour moi. Lorsqu'on travaille sur des câbles dont la tension est de 4160 volts, ou comme maintenant, à 180 mètres au-dessus de l'eau, on se serre les coudes. C'est bon, ça marche. Il y a du courant. Là, je n'ai rien, par contre. C'est peut-être une coupure sur le circuit. Attends, je te donne une autre broche. Je l'ai. Espérons que ça marche. Et voilà, ça fonctionne. Super. C'était juste une opération de routine. On a eu de la chance. C'est juste un fusible qui avait lâché. Parfois, c'est un câble qui pend ou un transformateur qui grille. Pas de répit pour Chris et son équipe. Ils se rendent sur la prochaine intervention. Mais les électriciens ne sont qu'une partie de l'armée d'ouvriers présents pour maintenir le pont ouvert jour et nuit, quoi qu'il arrive. Mon rôle consiste à m'assurer de la sécurité des automobilistes. On a des équipes de secours sur place. Elles interviennent sur le pont en cas de problème. Si jamais une dame doit accoucher sur le pont, qu'un incendie est signalé ou quel que soit le problème, on a tout ce qu'il faut pour agir. Et c'est tant mieux, car si la circulation reste fluide sur le pont George Washington, les affaires tournent à New York. Numéro 9, en Bolivie. On y trouve les ponts les plus rapides du monde, les tyroliennes des Yungas. Au fin fond de la forêt tropicale, les paysans ont une conception radicale des ponts. Voici les tyroliennes des Yungas. Ce sont de simples câbles tendus au-dessus des creux de la jungle. Un simple harnais et on traverse. C'est un transport public plutôt insolite. C'est comme un oiseau sur une branche. Ça donne un peu l'impression de voler. Dans la vallée des Yungas, les cultures sont si reculées que les paysans devaient trouver un moyen d'acheminer les récoltes jusqu'au marché. Angel Barrasosa est l'homme qui a trouvé la solution. Avant, on portait tout sur le dos, comme des ânes. Puis, j'ai pensé à créer un système de poulies et de câbles. J'ai acheté des câbles en acier et je les ai tendus de part et d'autre de la vallée à l'aide de cordes. Un parcours éreintant de 5 km à travers la jungle épaisse ne prend plus que 30 secondes. Sans ces câbles, ça prendrait un temps fou de transporter nos récoltes. Les feuilles que ces paysans récoltent sont une vraie mine d'or. Elles valent 30% de plus que les autres récoltes. La coca est l'ingrédient de base de la cocaïne. Mais en Bolivie, la coca est légale et vendue pour ses soi-disant effets sur la santé. Désormais, grâce aux tyroliennes d'Angel,
il est plus facile d'acheminer cette récolte à prix d'or jusqu'aux routes conduisant au marché. On compte actuellement une vingtaine de tyroliennes. Certaines font plus de 400 mètres et s'élèvent à 176 mètres du sol. Utile pour acheminer les récoltes, on peut y transporter n'importe quoi. Même sa propre famille. Au début, j'en tremblais, tellement ça me faisait peur. Mais ça va mieux depuis, je reste calme. Même lorsque je transporte quelqu'un, la peur finit toujours par disparaître. Mais à force d'être suspendu à des poulies rouillées et de traverser à près de 50 km/h, des accidents se sont produits. Ça a beau être amusant, il faut quand même faire attention car ça peut vite mal tourner. C'est très dangereux. 3 personnes ont déjà fait une chute mortelle. Mon beau-père en est mort. Il est tombé dans la rivière. C'est un système assez effrayant. Les ancrages de chaque côté devraient être en bon état, mais certains ont 20 ans et sont couverts de rouille. Ils peuvent casser d'un instant à l'autre. Les paysans prennent des risques, mais ça en vaut la peine. Dans un instant, direction les montagnes du Népal où un superbe pont a changé des vies. Nous avons découvert les ponts les plus denses et les plus rapides de la planète. Pour le numéro 8 du classement, direction la Sibérie en Russie, pour un véritable rodéo avec le Volgograd. Tous les ponts oscillent, mais certains, comme le pont du Millennium de Londres lors de son ouverture, se balancent carrément. Le 1er juillet 1940, un superbe pont suspendu fut inauguré à Tacoma, dans l'État de Washington. C'était une prouesse d'ingénierie. À l'époque, le pont de Tacoma était l'un des plus grands ponts suspendus au monde. 4 mois plus tard, des vents soufflant à 65 km/h ont balayé le pont, faisant osciller son tablier de 504 tonnes. Les ponts bougent. Le passage des voitures et le vent créent des vibrations. On ne peut pas concevoir une structure parfaitement rigide, ça n'aurait pas de sens. Alors que le vent frappait le pont, un des côtés se tordait dans un sens, tandis que l'autre côté se tordait dans l'autre. Ça a provoqué une oscillation naturelle. Plus il tanguait, plus il s'exposait au vent, et plus il s'y exposait, plus il tanguait. L'oscillation est devenue de plus en plus forte, si bien que le pont a fini par s'effondrer tout seul. Cet accident a surpris le monde entier. Tous les grands ponts suspendus du monde ont été modifiés pour éviter ce type d'accident. Le Golden Gate, le pont du Humber et ainsi de suite. Pourtant, malgré les leçons tirées du désastre de Tacoma, les ponts oscillent toujours plus qu'ils ne le devraient. Ces images ne sont pas truquées. En 2010, le pont en béton de Volgograd, dans le sud de la Russie, fut fermé après qu'il se soit mis à osciller. Si vous marchiez sur le pont comme le fait cet homme, vous ressentiriez les mêmes effets qu'un séisme de magnitude 9. Qu'est-ce qui fait tanguer ce pont? Exactement la même chose qu'à Tacoma. Le vent. Le vent souffle juste assez pour soulever le pont avant de le faire redescendre. C'est un peu comme le mouvement d'un pendule. À chaque fois qu'on le pousse, il va un peu plus loin. Contrairement au pont de Tacoma, celui de Volgograd a tenu bon. On l'a rouvert 5 jours plus tard. Des absorbeurs de choc furent installés pour limiter le balancement. Les absorbeurs de choc ont pour effet de casser l'oscillation du pont et de limiter le mouvement afin que le vent ne l'amplifie pas. Problème résolu. Mais personne ne sait ni où ni quand la malédiction des ponts branlants frappera à nouveau.
L'ingénierie progresse sans cesse, ce qui permet de repousser certaines limites. Il n'est pas rare que tous les 10 ans, un nouveau problème se pose. Numéro 7. Toujours en Russie, direction le pont de Rousski. Raccordant l'île de Rousski à la Sibérie, c'est le plus long pont à haubans du monde. Cette route, longue d'1,1 km, est presque entièrement soutenue par des câbles. Mais ce n'est pas tant sa conception qui est folle, c'est ce qui se passe dessus. Âgé de 19 ans, Vitali Raskalov et son ami enfreignent la loi. Ils escaladent le pont de Rousski, tournent une vidéo et la postent sur Internet. Cette nouvelle mode qui envahit la Russie s'appelle le skywalking. Il y a une vague de gens en Russie qui font des choses incroyablement risquées. Ils escaladent les infrastructures les plus dangereuses qu'ils peuvent trouver tout en se filmant. Ils font ça pour s'amuser et pour la notoriété. Avec ses 305 mètres de haut, l'escalade du pont de Rousski est le défi ultime pour tous les adolescents amateurs de sensations fortes. Non content d'avoir atteint le sommet du pont, Vitali décide d'escalader la grue surplombant la mer. Sans harnais de sécurité, il suffirait que son pied ou que sa main glisse pour qu'il chute sur plus de 300 mètres. Malgré tout, les adolescents sont arrivés au sommet. Ils ont été arrêtés avant d'être relâchés par les autorités. Ils ont chacun dû payer une amende de 300 roubles, soit 5 €. Plus de 3 millions de personnes ont vu la vidéo de Vitali sur sa folle ascension du pont de Rousski. Pour le 6e du classement, nous allons au Népal pour découvrir le plus beau pont du monde, le Kushma Gyadi. Ce pont fait de treillis est si haut qu'il devrait y avoir un panneau indiquant « Ne regardez pas en bas ». Mais pour les Népalais, ce pont relève du divin. À 320 km de l'Everest, au Népal, se trouve le village de Gyadishur. Depuis que ce village existe, la rivière Modikola le sépare du grand marché de Kushma sur l'autre rive. Le dos chargé de provisions, c'est un long trajet épuisant de 2 heures au travers de chemins sinueux. Marcher le long des gorges jusqu'à Kushma n'est pas seulement épuisant, c'est aussi dangereux. Il n'est pas rare que les gens se blessent sur le trajet. Cette gorge posait un réel problème. Les gens quittaient le village en espérant avoir une vie meilleure ailleurs. Mais un ingénieur local, à 2 doigts de la retraite, Saria Prakash Podi, avait la solution. Un astucieux et innovant pont suspendu. À la fin de ma carrière, je suis retourné dans mon village natal, Kushma. Et je me suis dit, avant de prendre ma retraite, je dois faire quelque chose pour ces villageois. J'ai dessiné les plans et je suis parti voir les élus locaux pour leur demander de financer la construction. Personne ne croyait en ce projet, car c'était trop long et trop haut. On disait que les enfants comme les vieillards ne pourraient pas l'emprunter. Quand j'ai entamé la construction de ce pont, les gens me prenaient pour un fou. Saria a su prouver qu'il n'était pas fou. Il a bâti un pont que tout le monde peut emprunter. Ce pont est la définition même de l'efficacité. Il n'est fait que de quelques câbles qui traversent la vallée.
Cela consiste à tendre un gros câble qui va d'une rive à l'autre, d'y attacher d'autres câbles résistants et ensuite de faire des nœuds solides. Une fois que vous avez fait cela, vous construisez le pont petit à petit, en tendant un second gros câble, et ainsi de suite. Évidemment, après, il faut ancrer les câbles tendus. Lorsque c'est fait, on peut commencer à poser le plancher. Ce pont s'adapte parfaitement à son environnement. C'est une structure sous tension, toute la force repose là-dessus. On tire les câbles au-dessus des gorges avant de les tendre. Cette façon de procéder est très efficace dans ce genre de région. Ce pont a bouleversé la vie des habitants. J'étais vraiment ravi de le voir enfin achevé. Ce pont a changé la vie des villageois, y compris la mienne. On voit tous ces gens transporter leurs chèvres, des poulets et des grosses bottes de foin pour le bétail. C'était impensable avant l'arrivée du pont. Avant qu'il ne soit construit, j'étais fermier. Maintenant, j'ai lancé mon entreprise. Ce pont m'a grandement facilité la vie et j'en suis très reconnaissant. Même si ce pont est une aubaine pour les villageois, les 200 mètres de vide sont un cauchemar pour ceux qui ont le vertige. Lorsqu'on traverse le pont, on le sent bouger. Il se balance de gauche à droite. On a l'impression de flotter. Le nouveau pari fou serait d'attirer les touristes du monde entier. Les ponts impressionnent beaucoup. Ces structures permettent de relier les gens entre eux. Ce pont démontre aux Népalais à quel point l'ingénierie peut faire la différence. À la 5e place, direction la Sibérie et le Vitim. Le pont le plus rudimentaire au monde. La Sibérie est traversée de part et d'autre par la route Baïkal. Longue de près de 4200 km, elle passe au travers des terrains les plus hostiles au monde. Mais cette route que seuls les plus téméraires osent affronter comporte une portion très redoutée. Le pont de Vitim. Lorsque ces deux motards, Tony Petty et Walter Kolbach, atteignent la rive gauche de la Vitim, il n'y a pas d'alternative. Un pont ferroviaire militaire traverse la rivière. Parallèle à celui-ci se trouve son ancêtre, mais il est en ruine. Les motards n'avaient donc d'autre choix que de franchir ce pont pour continuer leur voyage en Sibérie. Quand on se lance dans ce périple, on ne peut pas éviter le pont de Vitim, car le seul autre pont qui traverse la rivière est une voie ferroviaire gardée par des militaires armés de Kalachnikov qui ne vous laissent pas vous en approcher. J'ai eu des frissons en le voyant. C'était magnifique, puis j'ai réalisé que j'allais devoir le traverser. Long d'un demi-kilomètre et large d'à peine 2 mètres, la traversée du pont de Vitim requiert des nerfs d'acier. Le plancher est irrégulier et à moitié pourri. Il suffirait qu'une des planches cède pour envoyer les motards 15 mètres plus bas, droit dans les eaux glacées. Je pense que s'il y a un problème lors de la traversée, on a 9 chances sur 10 d'y passer. Une fois qu'on est sur le pont, on se sent très seul. C'est très haut et il n'y a ni garde-corps ni barrière. Si on tombe, c'est pour de bon. Une fois arrivé à mi-chemin, impossible de revenir en arrière. Je restais concentré sur les planches situées à 2 ou 3 mètres devant moi, rien d'autre. Je n'arrêtais pas de me dire, ne regarde pas en bas ni autour de toi ou tu vas paniquer. N'y pense pas et roule.
Lorsqu'on arrive, on se sent soudain très détendu et fier de soi. Sur le plan émotionnel comme sur le plan physique, j'étais épuisé. Je suis resté planté là, à regarder la distance, sous le choc. En l'honneur de cette traversée terrifiante, Walter a fondé le club du pont de victimes. J'ai voulu faire connaître ce pont pour que les gens y voient un défi à relever. C'est trop haut pour moi. Si vous parvenez à franchir ce pont, vous faites partie du club. Dans un instant, un pont de la côte est américaine a très mauvaise réputation. Tenez bon! Il y a des ponts qui oscillent jusqu'à s'écrouler, et en Russie, des ponts que seuls les plus courageux osent franchir. Nous arrivons au 4e du classement. Sur la côte est des États-Unis se trouve le pont de la baie de Chesapeake, le plus effrayant qui soit. Reliant les parties est et ouest du Maryland et s'étendant sur toute la largeur de la baie de Chesapeake, ce pont est long de près de 8 km et haut de 60 mètres. Mais pour nombre d'automobilistes, ce pont n'est pas une merveille créée par l'homme. C'est une route cauchemardesque. C'est franchement le pont le plus effrayant que j'ai jamais traversé en voiture. On dirait des montagnes russes. Ce n'est pas une belle ligne droite. Ça monte encore et encore. Puis ça redescend encore et encore. C'est très stressant. Voici le pont le plus effrayant du monde. Une réputation bien méritée. Ça va aller! Tenez bon! On a appelé les secours! D'accord. Cela s'est produit le 19 juillet 2013. Entraîneuse de Pom Pom Girls, Morgan Lake rentrait chez elle. Le pont de la baie de Chesapeake est sur sa route. Alors qu'elle roule sur le pont, elle remarque un semi-remorque foncer droit sur elle. J'ai vu cet énorme camion se rapprocher à toute vitesse dans mon rétroviseur. Il s'approchait de plus en plus. Et je me suis dit, lui, il va un peu trop vite. Puis tout d'un coup, il m'est violemment rentré dedans. L'impact a poussé la voiture de Morgan hors des glissières de sécurité avant de la faire chuter dans l'eau 12 mètres plus bas. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Par miracle, Morgan survit au choc. Mais sa voiture commence à couler. Je n'avais pas envie de mourir, et encore moins en me noyant. C'est horrible, c'est une mort lente. Puis, j'ai ouvert les yeux, il faisait tout noir, je n'y voyais absolument rien. Je me suis débattue pour tenter d'enlever ma ceinture de sécurité, j'ai trouvé la vitre de ma portière, je m'y suis glissée, j'ai commencé à nager jusqu'à la surface. Je remontais sans m'arrêter, et une fois à la surface, j'ai pris une grande inspiration. J'ai ensuite nagé sur 180 mètres, soit 2 terrains de football. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. J'ai eu l'impression de nager pendant 5 ou 10 secondes, tellement j'avais envie de sortir de l'eau. Ces instants fatidiques où elle s'est mise hors de danger ont été filmés. Un camion m'est rentré dedans. Un camion m'est rentré dedans, c'est ce que j'ai dit sur le coup. Tenez bon! On a appelé les secours! D'accord. Ça va aller! Tenez bon! Personne d'autre n'est tombé à l'eau? Non. D'accord. Faut tenir le coup, d'accord? Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas croyable. Je m'en suis tirée. 4 mois plus tard, Morgan se remet à peine de cette terrible épreuve survenue sur le pont de la baie de Chesapeake. J'ai encore du mal à contenir mes larmes. Malgré les circonstances, je préfère me dire que j'ai eu de la chance. L'accident de Morgan a renforcé la mauvaise réputation du pont. Bonjour, ça va? Bonjour. Je suis votre chauffeur pour la traversée du pont. Je m'appelle Samantha. Enchantée, moi c'est Kathleen. Certains automobilistes sont si effrayés à l'idée d'emprunter ce pont qu'ils sont prêts à payer pour que quelqu'un conduise à leur place.
Ils ont peur de tomber du pont ou de paniquer. Voilà pourquoi on propose notre aide. Enchantée. Samantha fait payer 25 $ pour traverser le pont. Et les clients affluent. J'ai eu des crises d'angoisse en traversant ce pont. Ça va tant que quelqu'un d'autre conduit. Mais je panique rien qu'à l'idée de prendre le volant. Ça me terrorise. Kathleen fait régulièrement le trajet de Baltimore jusqu'au Delaware pendant ses week-ends. Le pont de la baie de Chesapeake est sur sa route. Sans l'aide de Samantha, elle serait bloquée. Vous préférez que je roule sur quelle voie pendant qu'on traverse le pont? Celle de droite? À droite? Ces glissières sont tout ce qui sépare les voitures des eaux de la baie située 32 mètres plus bas. Les gens qui ont peur du vide sont paralysés. En voyant cette étendue d'eau glaciale dont seule une petite barrière les sépare, ils paniquent vite. Si vous paniquez sur le pont, impossible de vous arrêter avant au moins 6 km. Plus on approche du milieu du pont, plus je deviens nerveuse. Ça va? Vous êtes à l'aise? Je roule pas trop vite? Non, c'est bien. Je veux m'assurer que vous vous sentiez bien. Non, d'accord. Les accidents qui surviennent sur le pont, comme celui de Morgan, terrifient les automobilistes comme Kathleen. Vous avez vu l'accident où cette femme est tombée dans l'eau? Oui, elle a nagé jusqu'au bord. Je commençais seulement à m'habituer à la traversée du pont lorsque j'ai appris que sa voiture avait franchi la barrière avant de plonger dans l'eau. Ça fait peur. Samantha a conduit Kathleen en toute sécurité. Ce trajet qui l'effraie tant est enfin terminé. Mais chaque accident survenant sur le pont de la baie de Chesapeake accroît sa réputation du pont le plus effrayant de tous. Pour la 3e place du classement, nous nous rendons au Japon, où se trouve le pont le plus instable du monde. Le Japon est une puissance technologique, un pays réputé pour ses infrastructures et ses immeubles antisismiques. Mais lorsqu'il s'agit de ponts, cela devient surprenant. Perdus au fin fond des montagnes japonaises, on trouve les ponts les plus instables au monde. On trouve énormément de ponts abandonnés au Japon, car il y a 50 ans, l'agriculture allait bon train dans ces montagnes. Seulement, comme le Japon n'est plus un pays agricole, ces ponts ne servent plus à rien. Plus personne ne les traverse et personne ne les entretient. Vieux de 60 ans, le pont Musu Tsuribashi doit être le plus chancelant de tous. Fait de cordes effilochées, de câbles rouillés et de planches pourries, son nom signifie littéralement le pont instable. Les ponts ne sont pas éternels. L'acier rouille, les jointures finissent par se casser, et au final, il finit par tomber. Ces vestiges du Japon d'autrefois sont autant de pièges mortels qui tapissent la campagne. Personne ne les utilise, à part peut-être ces deux hommes. Bonjour. Bonjour! On est sur le pont! Ils se font appeler les cinglés. Ils adorent explorer les ponts dangereux et oubliés de leur pays. J'aime les endroits où les gens n'osent pas aller parce qu'ils trouvent ça trop dangereux. Plus l'endroit est dangereux, plus on risque de se faire du mal ou de tomber, plus j'ai envie d'y aller. Ce pont, récemment découvert par Shiuji et son ami, détrône même le Musu Tsuribashi sur l'échelle des ponts instables et dangereux. Quand je l'ai découvert pour la première fois, je me suis demandé si c'était vraiment un pont. Et puis lorsque je suis monté, j'ai réalisé que oui. Ça m'a fait un sacré choc. Étant à l'abandon, Shiuji et son ami ne savent pas s'il est en bon état. Mais est-ce suffisant pour qu'ils renoncent? Si le pont s'écroule, ils feront une chute de 30 mètres dans la vallée. On peut à peine poser le pied. C'est très dangereux. Les planches sont très espacées. Je suis vraiment à 2 doigts de passer au travers. C'est quasiment impossible. Mission accomplie. Les cinglés ont survécu, tout comme le pont le plus instable du monde. Pour l'instant.
De tous les ponts que j'ai traversés, celui-ci est de loin le plus dangereux. Numéro 2. À Seattle, on trouve le plus long pont flottant du monde, le nouveau SR 520. La ville de Seattle se situe au bord du lac Washington. On y construit le plus grand pont flottant des États-Unis. Pour moi, la construction de ce pont est un vrai défi. Une fois terminé, ce sera le pont flottant le plus long du monde. Jamais un pont flottant n'aura été aussi élaboré. Les ponts flottants existent depuis des millénaires. Rapides et faciles à construire, ils ont été décisifs lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Un pont flottant porte très bien son nom. Il s'agit d'une succession de pontons qui sont comme des bateaux dont la seule fonction revient à flotter. On les met en place avant de les fixer et de les amarrer. Puis on installe un plancher jusqu'à former le pont flottant. Mais de nos jours, ce genre de pont se fait rare. Ils sont un peu moins fiables qu'un pont normal. Pour éviter les accidents, les ponts doivent être entretenus. Seulement, les ponts flottants demandent beaucoup plus d'entretien. En guise de preuve, regardez ce pont qui traverse le fleuve Nadim en Sibérie. Quand les poids lourds empruntent le pont, leur poids fait couler sa surface sous le niveau de l'eau, submergeant les voitures qui s'y trouvent. Si vous croyez qu'il n'y a qu'en Russie où les ponts flottants posent problème, regardez ce qui s'est passé à Seattle. Au cours d'une tempête, le pont flottant Lassie V s'est brisé avant de couler. Un des pontons a coulé, entraînant les autres avec lui, et enfin le pont tout entier. Il y a quelques instants, cette section du pont a coulé dans le lac Washington. Et croyez-le ou non, à seulement 6 km du lieu du drame, sur le même lac, on en construit un autre. On va construire un tout nouveau pont. Ce sera le plus long pont flottant du monde. Le lac Washington est très profond, en plus d'être au beau milieu d'une zone de tremblement de terre. Cela explique pourquoi on ne peut y construire de ponts traditionnels. Les ponts flottants sont souvent préconisés dans le cas de tremblements de terre. Cela peut poser de sérieux problèmes aux structures ancrées dans le sol. Pendant plus de 50 ans, l'actuel pont flottant, le SR 520, a été utile à Seattle. Mais il est aujourd'hui dépassé. Il faut donc le remplacer par un pont plus grand et plus sûr. L'ancien pont vient de fêter ses 50 ans. Cela veut aussi dire qu'il n'est pas conforme aux normes antisismiques actuelles. Il est vulnérable au vent et aux vagues. Voilà pourquoi on construit un tout nouveau pont. Le nouveau SR 520 longera l'ancien pont et le remplacera. C'est un chantier colossal. En matière de construction de ponts et de chantiers navals, ce pont est un défi de taille. Censé être achevé en 2016, le chantier du pont atteint aujourd'hui une étape cruciale. Les ouvriers assemblent 33 boîtes flottantes en béton appelées pontons. Chacun est long comme un terrain de football et pèse l'équivalent de 23 avions de ligne. Formant l'épine dorsale du pont, mieux vaut s'assurer qu'il flotte bien. Ils doivent être étanches. Si ces pontons ne le sont pas, ou si un accident venait à créer une brèche dans la coque, ils couleraient dans l'eau comme un bateau. Pour éviter tout accident, des contrôles rigoureux sont effectués à chaque étape de la construction. Avant de relier les pontons entre eux, les ingénieurs les mettent en cale sèche. Ils peuvent ainsi effectuer des tests approfondis visant à détecter tout défaut ou fissure. La moindre erreur conduirait à la catastrophe. Nous nous trouvons sous l'un des pontons. C'est un bloc de béton de 10 000 tonnes qui flottera sur l'eau. Une fois les tests effectués, il faut ancrer les pontons dans le fond du lac avant de les relier entre eux.
Tous les pontons doivent être reliés entre eux jusqu'à constituer l'épine dorsale du pont. 2 ans avant la fin du chantier, les ouvriers espèrent que le nouveau SR 520 fera figure de référence en matière d'ingénierie. C'est le pont flottant le plus long du monde. Je n'aurai jamais d'autre occasion de construire quelque chose de cette ampleur. Dans un instant, à la première place, direction le pont le plus extrême du monde. Nous avons découvert les tyroliennes des fermiers en Bolivie. Un pont merveilleux dans les montagnes népalaises. Et un pont flottant battant tous les records à Seattle. Nous arrivons maintenant à la première place de notre classement. Direction le sud de la France, le viaduc de Millau. C'est une merveille d'ingénierie. Ce pont paraît toucher le ciel. C'est le plus haut jamais construit. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit du plus beau pont au monde. Son dessin et sa construction avant-gardiste, couplée à sa hauteur vertigineuse, le placent logiquement en haut du classement. Le viaduc de Millau est certainement l'un des emblèmes de ce début du XXIe siècle. L'un des points les plus intéressants est la façon dont il a été construit. Chaque côté a été assemblé petit à petit jusqu'à ce qu'on fasse se rejoindre les deux extrémités au milieu du pont. Construit en seulement 4 ans, ce pont long de 2,5 km traverse l'une des plus profondes vallées de France. Il est aussi haut que la Tour Eiffel. Grâce à son tracé, le trajet estival reliant Paris à Perpignan via l'A75 évite aux automobilistes un détour de 2h30. Cette échelle permet à l'ingénieur Franck Lemouton d'aller travailler. Il est l'une des personnes chargées de l'entretien quotidien du viaduc. Il arrive fréquemment que je vienne dans le viaduc pour aller vérifier l'état des caméras. Il y a aussi des caméras qui surveillent l'autoroute. Il y a beaucoup de matériel qui servent à la sécurité. Mais les caméras ne sont pas installées au niveau de la route. Au contraire, elles se trouvent tout en haut des énormes piliers. Résultat, Franck doit escalader près de 100 mètres, échelon après échelon. Mon sport favori, c'est l'escalade. Oui, avec le travail que je pratique, il ne faut pas avoir le vertige. Depuis le sommet, la vue est à la fois fascinante et effrayante. Alors, la première fois que je suis venu travailler sur le pont, c'était fantastique. À l'époque, le plus gros émerveillé par la grandeur de l'ouvrage. Et lorsque je suis rentré dedans, c'était monumental. La sécurité est de mise au viaduc de Millau car sa hauteur vertigineuse attire un certain nombre de mordus d'adrénaline. L'ancien soldat britannique Lewis Jones et ses 2 amis se préparent pour le frisson ultime. Essaye de te mettre sur la bande d'arrêt d'urgence avant de ralentir, d'accord? Ce qui me plaît dans le base jump, c'est de mettre ma vie en jeu et de jouer de près avec la mort. Comme beaucoup d'autres base jumpers du monde entier, ils veulent se mesurer au plus haut pont qui soit, le viaduc de Millau. Le plus impressionnant, c'est la hauteur. La longueur de la chute libre depuis le viaduc est incroyable. Mais j'aime aussi le fait que la chute se fasse au beau milieu de la nature. Pour ce saut, j'étais étonné d'être le seul membre du groupe à être nerveux. Depuis la route, c'est une chute libre de 280 mètres dans la vallée. Sauter depuis le pont est très dangereux et interdit par la loi. Lewis lui-même déconseille à quiconque d'effectuer ce saut. Mais les autorités ne peuvent pas faire grand-chose pour les arrêter. Reste bien à droite. Préviens-moi. Ouais. T'es prêt? On cherche l'endroit idéal. Essaie de ralentir un peu pour qu'on puisse sortir de la voiture aussi vite que possible. Non, attends. Voilà, ça y est, arrête-toi. Vite, vite, vite. Le saut est surnommé Mr. Bill. Il s'effectue en tandem et requiert un travail d'équipe précis ainsi qu'une parfaite exécution. Dis-moi quand tu es prêt. Wow!
La vache! À seulement 180 mètres du sol, Lewis lâche son partenaire. Il descend en chute libre à 100 km à l'heure. Il faut pouvoir regarder le sol en maîtrisant chaque mouvement et estimer le temps que devra durer la chute libre. Il doit déployer son parachute immédiatement. Descendre les 280 mètres ne prend que 45 secondes. Mais comme la police est sûrement après eux, ils n'ont pas le temps de fêter ça. Faut qu'on y aille. C'est juste au cas où quelqu'un nous aurait vus. On pourrait se faire arrêter. C'est ça le risque. Cette fois, Lewis et ses amis ont de la chance et s'échappent à temps. Depuis son premier saut en juin 2013, Lewis a risqué sa vie en sautant plus de 10 fois du plus haut pont du monde. Il est accro au viaduc de Millau. Le viaduc de Millau est extrême par sa taille. C'est dément. Il n'a rien à voir avec les autres ponts. Un point de saut unique, le plus haut qui soit. Le viaduc de Millau est vraiment le plus extrême de tous les ponts.